Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il est numéro 1 au classement des meilleurs joueurs de tennis au monde, mais il est mal aimé, beaucoup moins populaire que ses grands rivaux, Roger Federer et Rafael Nadal. Récemment, il a été surnommé Joe Covid après avoir organisé un tournoi caritatif au cours duquel lui et plusieurs joueurs ont contracté le coronavirus. Qui est Novak Djokovic ? Réponse avec Éric Brunat, journaliste au service des sports du Parisien. Éric Brunat, le dimanche 14 juillet 2019, se dispute la finale du tournoi de Wimbledon. La finale du tournoi de Wimbledon avec deux des trois monstres sacrés du tennis, Djokovic et Federer, avec un favori rationnel qui est Novak Djokovic, qui domine les deux autres depuis quelques années, et puis le favori des cœurs qui est Roger Federer, surtout dans le temple de Wimbledon où il a déjà gagné 8 fois le tournoi. Ce qui est surprenant dans cette finale, c'est à quel point le public prend fait et cause pour Federer contre Djokovic. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement des encouragements pour un des deux joueurs, c'est des sifflets, des huées pour l'autre, c'est vraiment à sens unique. Et Djokovic va se nourrir de cette animosité. Le match est extrêmement disputé puisque Roger Federer a 2 balles de match. Sur l'une des deux, notamment, Djokovic la sauve d'un passing de coup droit long de ligne extraordinaire. Et il va finir par s'imposer 13-12, donc au tie-break du dernier set. Il y a un regard qui dit un peu au public si vous ne m'aimez pas, sur ce coup-là, je vous aime pas non plus. Il va faire comme il a pris coutume de faire, aller manger un petit brin d'herbe pour déguster ce triomphe. On peut appeler ça un triomphe. Le vainqueur, c'est lui qui réussit le doublé, Novak Djokovic, après l'année dernière, qui fait le tour du public en le regardant, en disant « Vous avez été pour Roger Federer tout au long de ce match. Et c'est moi qui suis, c'est moi », comme il l'avait fait après le premier titre. Pourquoi il est moins apprécié d'une partie du public ? Il peut y avoir déjà un facteur lié tout simplement au jeu. Federer, c'est l'élégance, la gestuelle, c'est Federer quoi. Nadal, c'est le côté taureau, combattant, c'est le mental, c'est l'énergie. Tous les deux dégagent quelque chose de totalement différent, mais totalement particulier sur un court. Djokovic, c'est un champion extraordinaire qui a des qualités physiques hors normes, qui a des qualités athlétiques, des qualités d'élasticité, mais il n'a peut-être pas le côté spectaculaire et le côté affectif que véhiculent les deux autres. Djokovic, il est perçu comment par les deux autres ? C'est un ménage à trois assez délicat. Il y a une profonde amitié, un énorme respect entre Nadal et Federer, qui s'invitent l'un l'autre dans leurs académies respectives, qui font des matchs pour leurs fondations respectives. Il y a vraiment une proximité entre ces deux-là. Ces deux-là, il y a un lien qui les unira à jamais. Et ensuite, les relations entre Djokovic et Federer et Djokovic et Nadal évoluent de bien en moyen en passable, au gré des événements, au gré de ce qui peut se passer, mais ça reste plus des relations de travail améliorées qu'un véritable lien indéfectible, alors que Nadal et Federer, un peu dans tout, sont liés. On va revenir avec vous, Éric Brunat, sur la vie et sur la carrière de Novak Djokovic. Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. Il est comment, Novak Djokovic, en interview ? Novak Djokovic, c'est quelqu'un qui a un côté charmeur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'intéresse à son prochain, qui essaie de se mettre au niveau, qui est très sympathique, qui parle plusieurs langues. En l'occurrence, il parle, outre le serbo-croate, l'anglais, l'allemand, l'italien. Il parle très bien le français, puisqu'il vit à Monaco depuis 2007, donc il a eu l'occasion de beaucoup le pratiquer. Et il le met en avant pour faciliter justement le lien avec son interlocuteur. Donc c'est quelqu'un qui vraiment essaie d'être proche de vous en interview. C'est sincère ? Ça peut être interprété de plusieurs façons. Alors, certains vont dire qu'il fait justement des efforts pour son prochain, d'autres vont dire que c'est de la communication savamment calculée. La vérité est sûrement entre les deux. Novak Djokovic, né le 22 mai 1987 à Belgrade, en Serbie. Ses parents sont restaurateurs. Ses parents donc sont restaurateurs dans la capitale yougoslave à l'époque. Et Novak Djokovic va rester assez peu dans la capitale puisqu'à l'âge de 2 ans et demi, il va partir avec ses parents à Kopaonik, qui est une station de ski dans les montagnes serbes. Ses parents sont d'anciens skieurs. Son père, son oncle et sa tante ont fait partie de l'équipe nationale de Yougoslavie en ski. La famille ouvre là-bas un restaurant et un magasin d'articles de sport. Et en face de ce restaurant, il y a plusieurs cours de tennis. Il va passer ses journées à regarder les gens taper la balle. Il est petit, il a 5-6 ans, jusqu'à un été où il va être opéré par une dame qui s'appelle Jelena Genkic, qui est une ancienne tenniswoman yougoslave et qui a eu notamment découvert et formé Monica Seles.
Et donc, cette Jelena Genkić va découvrir Novak Djokovic. Elle va commencer à l'entraîner. Il a 6 ans, on est en 93. C'est l'année où Pete Sampras va remporter son premier Wimbledon. Et ça, c'est une image qui le marque à la télé. On est donc à l'été. Il voit ces images à la télé. En même temps, il va s'entraîner sur le court à côté. Il se prend pour un pro. C'est-à-dire, il a déjà toutes les affaires, le sac, les barres vitaminées. Il a déjà le tennis vraiment dans un coin de la tête. À tel point qu'Jelena Genkić lui demande immédiatement de lui présenter ses parents. Et elle va leur dire, voilà, votre fils a 17 ans, il sera dans le top 5 mondial. Ses parents, ils sont restaurateurs, mais ils ne roulent pas sur l'or pour autant. Déjà, ils ont dû partir de Belgrade pour Kopaonik à cause de la récession économique qui commence à frapper la Yougoslavie, qui est au bord de la scission. Et ensuite, il va falloir qu'ils trouvent le moyen de financer les jeunes années de leur fils. La journée, ils donnent des cours de ski. Le soir, ils gèrent le restaurant. Et ils ne comptent pas leurs heures pour l'aider à réaliser son rêve. Ce qui va marquer beaucoup Novak Djokovic dans son enfance, c'est bien sûr la guerre. Dans ses plus jeunes années, Djokovic est épargné par la guerre. Il vit en montagne, à l'écart des grandes villes, à l'écart des conflits, à l'écart aussi des informations. Mais il va se retrouver à l'âge de 12 ans, à Belgrade, chez son grand-père, au moment des bombardements de l'OTAN, donc en 1999, au moment de la scission avec le Kosovo. Les bombardements durent 78 jours. Il va donc passer des jours et des jours confiné dans le sous-sol de la maison de son grand-père, à écouter passer les obus. Qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là ? C'est une épreuve terrible. Il fête le 22 mai 1999, son 12e anniversaire, dans le sous-sol, en écoutant un Happy Birthday au son des obus. Et il en tire, il le reconnaît lui-même, déjà une cicatrice indélébile. Et ensuite, il en tire une haine qui va être le moteur du début de sa carrière. Une espèce d'esprit de revanche, surtout sur la vie, sur les gens qui lui veulent du mal, sur les gens qui veulent du mal au peuple serbe aussi, puisqu'il se sent aussi investi d'une mission par rapport à son pays. Et il va en tirer ce sentiment qui l'anime aujourd'hui. C'est très peu de temps après, toujours à l'âge de 12 ans, qu'il quitte le foyer familial. Il quitte le foyer familial pour partir près de Munich, à une trentaine de kilomètres de Munich, à l'académie de Niki Pilic. Niki Pilic, qui est un ancien joueur yougoslave, naturalisé allemand. Et c'est la première fois qu'il va quitter le cocon familial, donc c'est assez difficile, notamment pour son père. Mais c'est donc nécessaire, puisque l'académie Pilic, comme beaucoup d'académies, c'est un endroit où on vit tennis, on mange tennis, on pense tennis. Pour quelqu'un qui est déjà un peu obsessionnel, c'est l'endroit idéal pour commencer à éclore. Il devient professionnel à l'âge de 16 ans, en 2003, et dès 19 ans, il est classé 16e joueur mondial, et il se fait connaître du grand public. Il a une très belle ascension, et le grand public, notamment en France, le découvre à l'occasion de Roland-Garros. Il va disputer Roland-Garros, il passe 3 tours, et il vient tomber sur Rafael Nadal en quart de finale. Il est mené 2-7 à rien, il est contraint à l'abandon, mais déjà son parcours laisse augurer un avenir radieux. Mesdames et messieurs, malheureusement, en raison d'une blessure, Djokovic contraint à l'abandon. Jeu 7e match, Nadal. Et c'est à ce moment-là qu'il fait une rencontre importante. Marian Vajda, qui va devenir son coach historique, ce qu'on peut appeler historique, puisqu'il l'a accompagné quasiment toute sa carrière, sur les cours de Paris-Jean-Bouin, qui est un club à côté de Roland-Garros. Il est comment sur les cours quand il a 19 ans ? Il a la fougue de la jeunesse et cette envie de faire le show, de se faire aimer par le public, et il se lance notamment dans les imitations, notamment avec 2 victimes de choix, c'est Rafael Nadal et Maria Sharapova. Il imite les mimiques, notamment pour Rafael Nadal, il imite la main qui tire le short, voilà, il fait ses petits gags. En 2007, Novak Djokovic continue son ascension dans le classement ATP, le classement des meilleurs joueurs au monde. Il atteint la finale de l'US Open, il gagne 2 Masters 1000 et en 2008, l'année suivante, c'est le début de la consécration pour lui. Il va remporter son premier grand chelem en janvier à l'Open d'Australie en battant en finale un Français, Jo-Wilfried Tsonga. La même année, il va s'imposer au Masters et surtout, il va atteindre le 3e rang mondial derrière les 2 monstres du tennis, Roger Federer et Rafael Nadal. Mais l'année 2010 va être difficile pour lui. En 2010, il perd en quart à Roland-Garros, il perd en demi-finale à Wimbledon, il perd en finale à l'US Open, donc il a du mal à franchir ce dernier petit palier qui le sépare de la consécration. En décembre, il va sortir la tête de l'eau. Grâce, une fois encore, au tennis français. En 2008, son premier grand chelem, il le gagne face à Jo-Wilfried Tsonga. Et là, en 2010, il va remporter la Coupe Davis avec la Serbie face à la France, à Belgrade, chez lui. Pour la première fois de son histoire, la Serbie remporte la Coupe Davis. C'est un moment extrêmement fort pour lui. Il est animé d'un grand sentiment de patriotisme. Et gagner une Coupe Davis, donc le trophée de tennis par nation, chez lui, à Belgrade, devant 16 000 spectateurs qui scandent son nom,
qui passe 3 jours à crier dans une ambiance indescriptible, pour lui c'est quelque chose d'incroyable, ça le touche vraiment au fond du cœur, au fond des tripes. Derrière, il va enchaîner les victoires. Il va marcher sur l'eau. En 2011, il remporte 3 des 4 grands chelems. Il ne lui manque que Roland Garros qui reste la propriété de Nadal. Il va devenir numéro 1 mondial. Et il commence à être totalement inarrêtable sur un court. Il va faire des changements dans sa préparation ? Il va prendre notamment un coach supplémentaire, en plus de Marianne Vajda, son entraîneur historique, qui s'appelle Boris Becker. Donc Boris Becker, ça a été un grand champion, le grand champion allemand fin des années 1980, début des années 90. Boris Becker lui amène essentiellement son expérience et sa connaissance des finales, des matchs couperés, des petits détails, des petits réglages qui font le champion ultime. Et il va prendre aussi, on peut dire, un gourou. On peut appeler ça un gourou, et alors un conseiller spirituel, on peut l'appeler comme on veut, qui s'appelle Pepe Imaz. C'est un Espagnol qui s'est occupé de soigner la dépression de son frère Marco. Parce que le jeune frère de Novak Djokovic, Marco, rêvait de faire une carrière à l'image de son aîné, s'est rendu compte qu'il n'y arrivait pas et est tombé en dépression. A été soigné par Pepe Imaz, et c'est par cet intermédiaire que Novak Djokovic l'a rencontré. Toujours habillé de blanc, avec souvent des t-shirts Amour épais, qui est un peu le slogan de son académie en Espagne. Il a une académie à Marbella, et qui véhicule des valeurs autour de l'amour, du partage, qui est un adepte de la calinothérapie, donc il faut toujours serrer 25 secondes des personnes dans ses bras pour ressentir leurs énergies. Et donc Novak Djokovic va s'inspirer de ce personnage. Pourquoi Novak Djokovic ressent le besoin d'aller vers un homme comme celui-ci ? C'est un être assez mystique, assez ésotérique. Par exemple, il croit à la purification de l'eau par l'esprit. Il s'est laissé, on va pas dire prendre, il s'est laissé séduire par le projet et en a tiré sa propre source d'énergie. De la même manière que Novak Djokovic est un adepte de certaines pratiques, notamment sur le plan alimentaire. Alors déjà, c'est un chantre du sans gluten depuis une dizaine d'années. Il pratique, on peut appeler ça une sorte de jeûne quotidien, à savoir que sur certaines périodes, il évite de manger pendant 16 heures consécutives pour régénérer son corps, refaire les énergies. Donc il est un peu dans cette sorte de spiritualisme au quotidien. Sur les cours, il continue d'essayer de séduire le public ? C'est vrai que grâce à Pepe Imaz, il a découvert ce geste d'amour qu'il fait après chaque victoire, ce salut au public, les bras tendus et ouverts pour les 4 tribunes du stade. Ah, il est fort Novak, hein. Il est sympa et en plus il est fort pour la com. En 2015, il va perdre en finale à Roland Garros contre Stan Wawrinka et le public lui réserve une standing ovation car il comprend à l'époque à quel point Djokovic court après ce rêve. Donc il a déjà échoué en finale, il est chaque fois près de la victoire, il n'y arrive pas et donc il y a ce respect, cette admiration pour la quête du champion qui voudrait et qui n'arrive pas à conclure. Comment se passe Roland Garros pour lui l'année suivante, en 2016 ? En 2016, c'est la consécration. Il est débarrassé en route de Rafael Nadal, qui à l'époque a des problèmes physiques et doit déclarer forfait en cours de tournoi. Lui est dans une de ses meilleures périodes de sa carrière. Arrive ce qui doit arriver, il finit par remporter Roland Garros face à Andy Murray en finale. Et c'est fini, Novak Djokovic remporte après 3 heures et 3 minutes d'un combat intense le seul tournoi du Grand Chelem qui manquait à son palmarès. C'est presque plus du soulagement que de la joie tellement il est arrivé à faire ce qu'il voulait et il va s'inspirer à l'époque d'un geste qui avait été popularisé par le Brésilien Kuerten quand il avait gagné Roland Garros en 2001 et qui était dans les tribunes ce jour-là. Il va prendre sa raquette, aller au fond du court et tracer un immense cœur pour remercier le public et pour manifester à quel point cette victoire est importante pour lui. Cette victoire, pour lui, elle a une saveur particulière ? Cette victoire, c'est le Graal. C'est le grand chelem qui lui manque et qui lui permet de réaliser ce qu'on a baptisé le Djokoslam. Le Djokoslam, c'est-à-dire qu'il détient au même moment les 4 tournois du Grand Chelem. C'est pas ce qu'on appelle en tennis le Grand Chelem, c'est-à-dire gagner les 4 tournois la même année. Le dernier à l'avoir réalisé, c'est Rod Laver dans les années 60. C'est déjà un truc extraordinaire, détenir les 4 couronnes en même temps, pouvoir se lever un matin de juin 2016 et se dire « je suis le maître du monde ». Dans les mois qui suivent, que se passe-t-il pour lui ? Dans les mois qui suivent, c'est extrêmement difficile pour lui. On en avait discuté l'année suivante. Il a une baisse d'énergie mentale incroyable, c'est-à-dire il est vidé. Il a consenti tellement d'efforts, de sacrifices pour arriver à tout gagner, qui va avoir une descente aux enfers à la hauteur, on va dire, de ce qu'il avait accompli avant. Dans les semaines qui suivent Roland Garros, il perd au 3e tour de Wimbledon.
quelques semaines plus tard, aux Jeux Olympiques de 2016, il arrive avec de grandes ambitions. Il rêve de la médaille d'or qu'il n'a jamais gagnée. Il rêve d'être un ambassadeur extraordinaire de son pays. Et là, il va se retrouver sorti au premier tour par Del Potro, en quittant le court avec des larmes qu'on a rarement vues chez un joueur de tennis. Il est vraiment touché au plus profond de lui-même. Et ça ne va pas s'arranger. En 2017, donc l'année suivante, il va se blesser au coude, sortir du top 10, limoger tout son staff. Il va se chercher. Son épouse elle-même confiait il y a quelques mois qu'au tournoi de Miami en 2018, il lui dit « Je vais arrêter le tennis ». Là, on est en mars 2018. Que se passe-t-il pour lui dans les mois qui suivent ? Dans les mois immédiats qui suivent, les choses ne s'arrangent pas vraiment. Il est donc sur 2 ans sans avoir gagné de Grand Chelem. Il arrive à Roland-Garros 2018 et il va perdre en quart de finale contre l'Italien Cecchinato. Une défaite totalement inattendue, encore un énorme coup de massue pour lui. À la fin de ce match, il va débouler avec une mine de chien battu en conférence de presse quasiment dès la balle de match jouée pour expédier ça rapidement en disant qu'il sait même pas s'il va jouer la saison sur gazon tellement il est dégoûté, quoi. Et il part. Il s'en va comme ça, il disparaît dans la nature. Et après ? Il va partir avec sa femme faire une excursion à la montagne Sainte-Victoire à côté d'Aix-en-Provence. Ils vivent tous les deux à Monaco, donc c'est pas très loin, il connaît assez bien le sud de la France. En arrivant en haut de la Sainte-Victoire, il va s'asseoir et contempler l'horizon. Il va réfléchir à sa vie, sa carrière, son œuvre. Et là, il va y puiser la motivation pour retrouver le sommet. Et après, le miracle se produit. Il enchaîne les victoires, va se retrouver à remporter son 4e Wimbledon en finale face à la surprise sud-africaine Kevin Anderson. Tout est reparti comme en 40. Il va redevenir assez vite le maître du monde. En 2020, Novak Djokovic fait un bon début de parcours. Il remporte son 8e Open d'Australie, mais la saison de tennis, comme tout le sport professionnel et presque toute la planète, est à l'arrêt à cause de l'épidémie de coronavirus. Il va se confiner, comme tout le monde, mais il va trouver un endroit sympathique pour se confiner. Il va se retrouver à Marbella. Il s'entraîne tous les jours parce qu'il a un corps privé à disposition. Donc c'est vrai que pendant qu'on entend certains camarades du circuit dire « ou ça sert à rien de m'entraîner ou je ne peux pas m'entraîner », Novak Djokovic, lui, continue de pratiquer chaque jour. Et il avouera à la fin du confinement ne pas l'avoir dit justement pour ne pas attiser les jalousies de ses camarades. Et il va organiser un tournoi en mai et juin dans plusieurs pays des Balkans, dont la Serbie, l'Adria Tour. Là aussi, c'est dans sa volonté de valoriser son pays, valoriser sa région, l'image de cette zone, le tourisme. Et il a l'opportunité d'organiser cette série d'exhibitions parce que il faut déjà savoir qu'en Serbie, les règles sanitaires, les règles de distanciation sociale ne sont pas du tout les mêmes que ce qu'elles étaient en Europe de l'Ouest. C'est-à-dire beaucoup moins sévères, possibilité d'accueillir du public, moins de contraintes sur les contrôles. Donc il a la possibilité d'organiser cette série d'exhibitions. À l'occasion de ce tournoi, il y aura aussi plusieurs fêtes organisées. Et là, on a des images de joueurs qui se débattent sur des cours avec du public qui les encourage, qui vont faire des soirées en boîte de nuit, bras dessus, bras dessous, ou torse nu, en train de danser dans tous les sens. Et c'est vrai que ça donnait une image très décalée, à un moment même où on était en train de discuter de l'avenir du circuit, de la tenue ou non du prochain US Open et du prochain Roland-Garros. C'est vrai que le décalage était assez important. Et dans les jours qui suivent, on apprend que plusieurs joueurs, dont Novak Djokovic, ont contracté le coronavirus. Donc ça a commencé par le Bulgare Dimitrov, qui fait partie des meilleurs joueurs du monde. Puis ensuite, ça a été Borna Koric, donc le Croate. Ça a été Novak Djokovic et son épouse, qui ont été déclarés positifs, porteurs asymptomatiques du virus. Au bout du compte, un second test sera négatif pour Novak Djokovic. En tout cas, il a été vivement critiqué pour l'organisation de ce tournoi. Il était vivement critiqué, alors on va dire à juste titre d'un côté et peut-être un peu trop de l'autre. C'est-à-dire à juste titre sur l'image qu'il a pu donner de son sport dans une période où tout le monde est très précautionneux, essaie de vouloir reprendre peu à peu la vie normale du circuit. Et il a donné une image en total décalage. Et en même temps, on peut lui accorder le crédit de l'avoir fait de bonne foi, dans le sens où les autorités de son pays autorisaient la tenue de ce type d'événement. Adria Tour, première édition qui vire tout simplement au fiasco, alors que l'objectif était de réunir des fonds pour les plus démunis et puis également de rejouer au tennis, de retrouver un semblant de compétition après plusieurs mois sans jouer. L'image du Serbe, sa crédibilité, elle va forcément être touchée, elle va forcément en prendre un coup. Eric Brunat, vous nous racontiez au début de cet épisode la finale de Wimbledon en 2019 où vraiment le public était contre lui et pour Federer. Pourquoi est-ce qu'il reste mal aimé ? Novak Djokovic, c'est quelqu'un
qui cherche profondément l'affection. Il reconnaît qu'il fait partie d'une génération serbe qui peut-être éprouve plus que d'autres le besoin de séduire, le besoin d'être aimé. Il a l'impression qu'il faut en démontrer plus pour être aimé autant que les autres. Parce qu'ils avaient le mauvais rôle à l'époque ? Voilà, parce qu'ils avaient le mauvais rôle, parce qu'ils avaient l'impression d'être devenus les vilains petits canards. Et donc, il avait l'impression qu'il fallait faire 2 fois, 3 fois, 10 fois plus que les autres pour arriver à la même cote d'amour ou de popularité. Faire l'effort d'être aimé, ça peut être louable, ou alors on peut trouver qu'on en fait trop. Merci à Éric Brunat. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Stéphane Geneste, production Benjamin Boucriche et John Timsit, réalisation Benoît Laure. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre appli de podcast préféré, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Et vous pouvez aussi nous écrire directement, codesource@leparisien.fr.